Donc, voici un petit peu le programme de cet atelier. Je vais d'abord poser quelques définitions sur ce qu'est le patrimoine géologique et la géodiversité. Ensuite, je vous parlerai de l'inventaire du patrimoine géologique, un petit peu plus dans le détail, la définition, son organisation, l'organisation de la donnée, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette donnée de patrimoine géologique. Ensuite, je vous présenterai les différents modèles d'accessibilité de cette donnée. Et puis, une réflexion sur d'autres données potentielles qui pourraient intégrer le SINP dans le futur. Et enfin, quels seraient les moyens pour que des utilisateurs puissent aussi transmettre de la donnée. Donc, quelques définitions. Il y a souvent confusion entre géodiversité et patrimoine géologique. Donc, on entend par géodiversité la grande diversité géologique qui peut y avoir, d'un point de vue géomorphologique, hydrologique, pédologique, ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leur interaction avec la faune, la flore et le climat. Le patrimoine géologique, lui, fait partie intégrante du patrimoine naturel. Et il y a donc une dimension patrimoniale, c'est-à-dire que ce sont des témoins pour la mémoire de l'histoire de la Terre. Alors, ils sont extrêmement diversifiés, ces objets géologiques. Ça peut être des roches, des fossiles, des minéraux, mais aussi des paysages, des structures comme des plis, des failles ou des processus. Quand on parle de patrimoine géologique, cela signifie aussi qu'il y a un intérêt scientifique important sur ces objets. On peut aussi qualifier une rareté. Ils ont un intérêt pour l'histoire des sciences et ils ont aussi des intérêts pédagogiques. Et il a été mis en avant que ce patrimoine géologique pouvait subir des menaces d'érosion, de végétalisation, de pillage ou de comblement. Donc, il s'est avéré important de faire un état des lieux de ce patrimoine géologique et aussi d'évaluer les menaces qui pouvaient porter sur ce patrimoine. Donc, l'inventaire du patrimoine géologique, il a été lancé officiellement en 2007 par la loi relative à la démocratie de proximité, donc le 27 février 2002. Et dans le cadre de cet inventaire, il assure bien évidemment un inventaire du patrimoine naturel qui correspond à la richesse écologique, faunistique et floristique, mais il doit aussi y avoir des inventaires sur les aspects géologiques, minéralogiques et paléontologiques. Donc, l'inventaire du patrimoine géologique sur l'ensemble du territoire français a plusieurs objectifs. Le premier est donc d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique in situ, mais aussi ex situ, ça peut être des collections par exemple, de collecter et de saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées, de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale et d'évaluer aussi leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. Donc, sur ces deux derniers points, je vous montrerai précisément tout à l'heure, mais il y a dans le cadre de ces inventaires cette spécificité de hiérarchiser et d'évaluer leurs valeurs patrimoniales et leurs besoins en protection. Donc, c'est une méthodologie nationale qui est pilotée par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, actuellement, à l'échelle nationale, donc ça, c'est un état des lieux à avril 2021. Vous pouvez donc voir que l'ensemble des territoires ont commencé leurs inventaires du patrimoine géologique et une très grande partie du territoire a leur inventaire qui est validé. Nous sommes actuellement passés dans une phase d'inventaire en continu, donc ces inventaires sont toujours alimentés. Et actuellement, nous avons sur le territoire 2815 fiches d'inventaire qui ont été faites. Alors, plus particulièrement, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a aujourd'hui 527 fiches d'inventaire qui sont réalisées. Donc, vous avez une cartographie sur le diaporama qui vous présente un petit peu la répartition des sites sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et on peut voir qu'il y a de très grands sites et des tout petits points. Ceci s'explique par le fait qu'on a une très grande diversité de sites. On peut avoir des sites qui font quelques mètres carrés pour des petits affleurements à plusieurs kilomètres carrés pour des paysages. Donc, cet inventaire du patrimoine géologique a une organisation très précise, avec un pilotage qui se fait par le ministère en charge de l'environnement, qui s'appuie sur les DREAL au niveau régional. Et en Nouvelle-Aquitaine, la DREAL s'appuie sur plusieurs secrétariats scientifiques, à savoir le secrétariat scientifique du territoire aquitain
qui est géré par la réserve naturelle géologique de Soucas-Lavrennes, le secrétariat scientifique pour le secteur Poitou-Charentes qui est assuré par la réserve naturelle du Toarcien, et le secrétariat scientifique du secteur Limousin qui est assuré dans ce cas-là par l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Donc cet inventaire s'appuie pour sa validation scientifique sur une commission régionale du patrimoine géologique avec des géologues experts qui ont une très forte connaissance du territoire. Ces géologues sont là pour à la fois faire des validations scientifiques, valider aussi la hiérarchisation et les notations qui sont réalisées sur les fiches d'inventaire, mais ils sont aussi là pour nous accompagner à la réalisation de fiches d'inventaire. Une fois que cette commission valide les inventaires, ils remontent au niveau du CSRPN qui en fait la validation régionale, et ensuite cela remonte au niveau du comité de validation nationale qui est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc la donnée de cet inventaire, je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes de comment elle est composée. Donc tout d'abord, on a une cartographie des sites assez précise et nous devons donner une typologie des sites puisqu'il y a une très grande variabilité de sites dans cet inventaire. Donc il y a 3 niveaux de typologie. Tout d'abord, on doit indiquer si ce sont des sites qui sont naturels ou anthropiques. Ensuite, s'ils sont souterrains ou de surface. Et ensuite, on a un 3e niveau beaucoup plus précis qui indique si ce sont des affleurements, des carrières, des réseaux karstiques, des points de vue, des collections ou autres. On doit localiser le site, donner sa superficie et faire une description très précise physique du site puisqu'il y a de grandes variabilités. Et donc, on doit bien préciser sa morphologie, son altitude, savoir si ce sont des affleurements, combien de hauteur ces affleurements peuvent faire ou des escarpements, leur étendue. Et puis, lorsque ce sont des paysages, on doit caractériser ces paysages. Une fois que la description physique est faite, on rentre dans la partie scientifique et description scientifique du site. Donc, nous avons une description géologique précise à mettre. Alors, on ne peut pas être trop exhaustif, hein, puisqu'on a une limite d'espace de texte à indiquer dans ces fiches, mais on doit toujours replacer le site géologique dans son contexte général hein, d'information géologique. Et puis, nous devons donner des précisions sur la description de l'affleurement, les différents niveaux géologiques qui sont observables, qu'est-ce que l'on peut voir à l'intérieur, par exemple, les différentes espèces paléontologiques qui sont visibles, et donner aussi l'âge, des âges précis, si on en a, sur ces sites géologiques. Ensuite, on doit donner des âges sur le phénomène que présente le site, et des âges sur les terrains qui sont visibles sur le site. Alors, c'est 2 choses différentes. Alors, ça peut être identique, comme on peut le voir là sur la présentation. Le phénomène, l'âge du phénomène et l'âge du terrain est identique, mais parfois, on peut avoir des niveaux géologiques qui a, je ne sais pas moi, par exemple 90 millions d'années, qui est affecté par une faille qui, elle, est beaucoup plus récente, et donc le phénomène a un âge différent. Donc, voilà toutes les précisions qui sont données dans le contenu de la fiche d'inventaire. Ensuite, on doit qualifier les intérêts géologiques du site. Tout d'abord, on doit identifier sa rareté. Donc, un site peut avoir une rareté départementale jusqu'à internationale. Ensuite, on doit identifier son intérêt géologique principal. Donc, un site géologique, en général, présente plusieurs intérêts, peut donner plusieurs informations géologiques. Donc, on doit les hiérarchiser, en donner un principal, puis ensuite, on a la possibilité d'y intégrer des intérêts géologiques secondaires. Ensuite, on doit mettre des intérêts pédagogiques. Donc là, on doit spécifier le type de public qui peuvent être intéressés d'un point de vue pédagogique sur ces sites. Donc, on peut indiquer un intérêt pédagogique pour des universités, par exemple, des étudiants, ou alors des scolaires ou du grand public. Et à chaque fois que l'on précise un public, on doit justifier en quoi ce site géologique présente un intérêt. Ensuite, on doit spécifier, parfois, si c'est possible, indiquer donc s'il y a un intérêt pour l'histoire des sciences pour ce site géologique. Donc, l'ensemble de ces intérêts doivent absolument être justifiés. Si on indique un intérêt, nous devons absolument justifier pourquoi il y a ces intérêts-là.
Et il faut en plus, lorsqu'on choisit ces intérêts, il faut qu'il y ait une justification qui soit en cohérence avec la description géologique qui est faite sur la fiche. Alors, un des éléments complémentaires qu'il peut y avoir dans les fiches d'inventaire, c'est des intérêts annexes. On a la possibilité d'y intégrer si un site, sur ce site, il y a aussi des intérêts archéologiques, faunistiques ou floristiques. Alors, ce n'est pas toujours exhaustif sur ces fiches d'inventaire, mais autant que faire se peut, on essaie d'être précis sur ces intérêts annexes, parce qu'ils peuvent donner des informations complémentaires sur ces surfaces qui ont été inventoriées. Donc, une fois que les intérêts sont identifiés, nous pouvons indiquer d'autres informations complémentaires qui sont très utiles sur ces fiches d'inventaire. Tout d'abord, nous donnons avec le plus de précision possible la bibliographie scientifique qui concerne le site géologique inventorié. Alors, cela permet entre autres de justifier sa valeur patrimoniale et son intérêt patrimonial. Plus il y a un contenu bibliographique important, plus ça justifie son intérêt. Et nous devons aussi intégrer un certain nombre de documents dans ces fiches d'inventaire. Alors, tout d'abord, des photos de sites, ce qui permet d'évaluer l'état du site. Et puis, des coupes géologiques avec des descriptions géologiques ou alors des photos avec des interprétations géologiques qui facilitent la compréhension du site. Et parfois, lorsqu'on en a, lorsque ce sont des sites aménagés, on y intègre aussi des panneaux pédagogiques qui sont présents sur les sites inventoriés. Donc, une fois que l'ensemble de ce travail est réalisé, nous passons à une phase d'évaluation du site. Donc, il y a deux types d'évaluation dans ces inventaires. Il y a une évaluation de la valeur patrimoniale du site et une évaluation du besoin en protection. Donc, vous retrouvez dans le tableau pour la valeur patrimoniale les différents points qui sont notés. Donc, les intérêts géologiques, intérêts pédagogiques, les intérêts pour l'histoire des sciences, la rareté du site, mais aussi son état de conservation. Ces notations sont pondérées par des coefficients et ils permettent donc d'attribuer une note au site qui peut aller jusqu'à 48. Alors, ces notes sont importantes puisqu'elles permettent ensuite de hiérarchiser les sites et de donner un nombre d'étoiles aussi, donc qui peuvent aller de 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles pour les sites à plus haute valeur patrimoniale. Donc, quand ces évaluations sont réalisées, on passe ensuite aux besoins de protection. Donc, l'intérêt patrimonial est bien évidemment noté dans ce tableau. Et puis, nous devons évaluer la vulnérabilité naturelle et les menaces anthropiques. Ces deux éléments, lorsqu'ils sont notés, lorsqu'ils ont 1 ou 2 ou 3 points, doivent impérativement être justifiés par un commentaire qui explique quel type de vulnérabilité naturelle ou anthropique est présente sur le site. Est pris en compte aussi la protection effective du site. Si un site est déjà sur un périmètre en réserve naturelle, par exemple, on estime que c'est un site qui est dans un périmètre protégé et donc il voit une note de 0. Et si en revanche, il n'y a aucune protection effective sur le site, sa note est donc de 3. Donc, ce qui fait que la note maximale peut être de 12 et plus la note est grande, plus le site est menacé. Donc, finalement, à partir de l'ensemble de ces données qui sont contenues dans la fiche d'inventaire, on peut, nous, avoir une hiérarchisation des différents sites géologiques inventoriés. Donc, vous pouvez voir les valeurs patrimoniales, la répartition des valeurs patrimoniales en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a 51% des sites qui sont classés 2 étoiles, 16% 3 étoiles, 31% c'est 1 étoile et 2% des sites sont classés 0 étoile. Donc, c'est globalement ce que l'on peut retrouver à l'échelle nationale. Sur l'autre côté de la présentation, donc on voit l'évaluation du besoin de protection. Donc là, je vous donne un exemple pour le Limousin, mais ça a été fait sur les trois ex-territoires de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a pu identifier, par exemple, qu'en Limousin, 9% des géotopes sont considérés comme menacés puisqu'ils ont une note supérieure à 7. Donc, entre 7 et 12, on considère qu'il y a une menace sur ces sites.
Et donc, ces deux éléments-là sont importants pour nous parce qu'ils ont permis de réaliser une évaluation des enjeux sur ces sites géologiques et de prioriser des besoins en protection. Et c'est un outil qu'on a beaucoup utilisé depuis 2018 puisque a été mis en place les APPG, les arrêtés préfectoraux de protection de géotopes. Et ce sont donc des outils qui ont été très utiles pour nous pour identifier vraiment les sites à intégrer dans ces listes de sites à protéger dans le cadre de ces APPG. Alors maintenant, l'accessibilité de ces données d'inventaire du patrimoine géologique. Alors, au niveau national, ces données sont accessibles sur la plateforme de l'INPN. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont visibles, dont le programme d'inventaire du patrimoine géologique. Et donc, lorsqu'on va dans ce programme, on a la possibilité donc, de consulter la donnée. Donc, sur la partie gauche, vous pouvez voir la possibilité donc, de sélectionner le programme Inventaire national du patrimoine géologique. Et ensuite, on peut consulter la donnée par région, aussi par nom de site, si on a déjà des noms identifiés, par nombre d'étoiles, par phénomène géologique, intérêt géologique principal ou par niveau stratigraphique. Et donc, lorsqu'on consulte une fiche, on a l'ensemble des éléments que je vous ai présentés tout à l'heure qui sont visibles, accessibles et aussi téléchargeables pour la donnée publique, bien sûr. Un autre élément important sur la plateforme de l'INPN, c'est qu'il est possible de télécharger les couches de l'inventaire national du patrimoine géologique. Donc, il y a un onglet inventaire et donc cartographie. Si on veut uniquement consulter la donnée de l'inventaire du patrimoine géologique à l'échelle nationale, il est possible de se rendre sur Géoportail, parce qu'il n'y a pas de visualisation cartographique sur l'INPN, mais on peut la voir sur le Géoportail. Donc là, vous voyez une cartographie où en marron, on voit l'ensemble des périmètres des sites de l'inventaire du patrimoine géologique. Et lorsqu'on clique sur un site, une fenêtre s'ouvre et permet donc de donner l'identifiant du site, le nom du site et on peut aussi avoir accès à la fiche technique en allant directement, ça nous renvoie directement sur l'INPN. Donc, à l'échelle régionale, je vais passer la main à Aurélien Belot du CBN. Donc, juste une petite information. Donc, sur le SINP, il y a donc 3 pôles, faune, flore, fonge, habitat et géologie. Et nous, pour la géologie, nous n'avons pas d'observatoire, on n'a pas la possibilité de créer un observatoire de la géologie à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on s'est reposé sur l'Observatoire de la biologie végétale. Et avec eux, avec le CBN, nous avons pu créer cet onglet géologie qui permet d'observer la cartographie et de consulter les données. Donc, je vais arrêter ma présentation juste pour passer la main à Aurélien Belot qui va vous montrer en live comment fonctionne cette accessibilité à la donnée. Merci Marie, oui. Bonjour à tous. Par contre, je n'ai pas accès au bac de partage. Alors, tu n'as pas accès au partage? Non, si Madame Ménard pouvait me l'activer. Ouais, mais elle n'est pas en ligne, Madame Ménard. Ah, j'avais demandé à ce que tu puisses avoir le partage. Bon. Alors, j'envoie un message, j'espère que je vais avoir une réponse. Bon, juste pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, Marie. D'accord, très bien. Bon, sinon, je vais...
vais reprendre la main. Aurélien, tu n'as toujours pas d'accès? Non. Et quelqu'un vient de lever la main, par contre. Oui, Xavier Fussier a levé la main, oui. Ouais, je viens d'envoyer un message téléphonique à Catherine. Il vient d'arriver, Je m'en Catherine. occupe. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, quand j'ai attribué les droits, il n'était pas là encore. Et du coup, j'ai pas pu le faire. C'est l'éternel problème. Oui. Désolé, Ouais. oui, mon Catherine, atelier a par pris un contre, peu de retard. Catherine, il y a Alain Fort qui est marqué en attente. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je ne sais pas si. Je sais pas. Hop, c'est bon, j'ai l'accès, merci beaucoup. Alors. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Super. Donc là, je suis dans l'onglet Consulter de l'UBVNA, cartographie. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis sur une interface particulière qui s'appelle Preprod. C'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. On a rencontré un petit bug et on est en train de le régler. Et ça ne fonctionne uniquement que sur cette interface de test pour le moment. Donc, toutes mes excuses pour ça et ça sera réglé rapidement. Donc, dans l'onglet Consulter cartographie, on arrive sur cette interface-là. Donc qui délimite la Nouvelle-Aquitaine et qui contient 3 onglets sur la droite liés aux différentes thématiques SINP. Donc un onglet espèces, un onglet habitat et un onglet géologie qui nous intéresse là. On a la possibilité de consulter les sites d'intérêt géologique par ancienne région. Et donc ce sont des listes déroulantes et on peut faire des recherches par autocomplétion. Mais on peut aussi afficher l'ensemble des sites. Donc là, voilà, si je clique sur l'Aquitaine, j'ai l'ensemble des sites aquitains qui s'affichent. Et donc, par exemple, si je clique sur un site en particulier, donc ici, Lagune landaise quaternaire de la région d'Ostens et du Marais-Lucla, voilà, j'ai une petite infobulle qui s'ouvre et qui contient notamment la fiche INPN que vous avez présentée, Marie, tout à l'heure. Alors, il y a quand même une subtilité, c'est qu'il y a des sites qui ont un statut confidentiel et pour lequel, alors, je ne sais pas si tu en connais un, je crois que celui-ci est confidentiel, voilà. Donc les sites confidentiels, par contre, on a simplement la localisation, mais on n'a pas accès aux informations, et notamment pas à la fiche. Donc il y a des perspectives qui sont en cours, que l'on doit voir avec la réserve pour cadrer les accès aux sites confidentiels. Donc il faudra faire la demande et des droits seront accordés en fonction. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Marie? Non, pour le moment, non. La seule chose, c'est que ces données sont visibles, mais pour le moment, sur la plateforme, on ne peut pas on ne peut que les consulter. On ne peut pas télécharger de la donnée. Donc, je vais reprendre la main. Bien sûr. Donc, tout le monde voit l'information, oui? Oui, très bien. Oui. Ouais, bon, très bien. Donc justement, si vous avez besoin de données sur votre territoire, hein, si vous voulez avoir l'inventaire du patrimoine géologique de votre territoire, pour le moment, la méthodologie, c'est de s'adresser au pôle géologie du SINP. Donc nous sommes 2 à pouvoir répondre à votre demande. Donc c'est soit moi via la réserve naturelle géologique de Socas-la-Brenne, soit via Bertrand Chevalier de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Et en fonction de votre demande, on étudie la demande. Et si jamais il y a une demande sur de la donnée sensible, confidentielle,
À ce moment-là, de votre territoire, à ce moment-là, on fait appel au coordinateur scientifique de l'inventaire du patrimoine géologique. On étudie la demande, on échange avec un acte d'engagement pour la donnée sensible. Hein, on vous fait parvenir cet acte d'engagement et à ce moment-là, en fonction de la décision prise, évidemment, on pourra vous transmettre la donnée de votre territoire pour que vous puissiez l'intégrer dans vos travaux. Bon, maintenant se pose la question pour nous, donc là on parlait de données patrimoniales en géologie, mais il y a aussi donc, la géodiversité, donc une très grande diversité de données existe déjà sur la géologie. Et pour nous, il nous semblait important de réfléchir à quel autre type de données pouvait intégrer le SINP. Donc, on pense évidemment à certaines données du BRGM qui sont en partie consultables sur leur plateforme, mais essayer de faire des liens, en tout cas d'observation de ces données entre une plateforme SINP et Infoterre. Ensuite, nous avons d'autres types de données géologiques comme celle de Socle, qui est une base de données géologique des réserves naturelles de France. Donc, ça ne concerne pas que les réserves géologiques. L'ensemble des réserves naturelles peuvent saisir dans cette base de données les éléments géologiques qui sont présents sur leurs réserves. Donc, il y a un espace cartographique avec des points. Ah, il y a un micro qui n'est pas coupé. Des points qui sont positionnables sur une cartographie et ensuite des photos et des descriptifs qui peuvent être faits sur cette base de données. Donc, évidemment, c'est une ressource qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une intégration au SINP. Ensuite, il y a d'autres types de données plus ponctuelles, des atlas de biodiversité communale. Donc, il y a un atlas de biodiversité communale, par exemple, qui a été fait, c'est la communauté de communes de Montesquieu, en Gironde, qui, dans son atlas de biodiversité, a intégré de la géologie. Ce n'est pas forcément des sites géologiques qui ont vocation à intégrer l'inventaire national du patrimoine géologique, mais qui ont un intérêt tout de même et qui peuvent faire l'objet d'une intégration au SINP. Et puis, il y a aussi d'autres données de sites qui sont issus de prélistes d'inventaire. Donc, c'est des données qui ne figureront probablement pas toutes dans l'inventaire national du patrimoine géologique, mais qui pour autant, c'est une information à ne pas perdre et qui pourrait tout à fait figurer dans le type de données intégrées au SINP. Donc ça, ce sont des perspectives. Actuellement, donc, nous, pour la donnée géologique, on a au SINP uniquement l'inventaire national du patrimoine géologique qui est consultable à l'échelle nationale et régionale. Et l'inventaire du patrimoine géologique est accessible, hein, la donnée est accessible par demande auprès du pôle géologie du SINP. Et donc, pour le futur, nous souhaiterions rendre consultables et accessibles d'autres données de géodiversité sur le SINP. Donc, voilà à peu près de manière assez globale ce qui est pour le moment accessible et les projets futurs sur le développement de ce pôle géologie. Maintenant, se pose la question de comment transmettre, puisque actuellement, ce n'est que les secrétariats scientifiques qui sont en charge de transmettre de la donnée au SINP via l'inventaire national du patrimoine géologique, mais maintenant se pose la question d'autres personnes, comment peuvent-elles transmettre de la donnée au SINP. Et donc, c'est pour ça qu'on avait envisagé, on a demandé au Muséum national d'histoire naturelle de nous faire découvrir une plateforme de sciences participatives qui se nomme Vigitaire et qui va donc vous être présentée. Si vous avez des questions déjà sur cette première présentation, n'hésitez pas, je peux vous répondre. Bon, sur ta partie, Marie, il n'y a pas eu de présentation de questions sur le chat, pardon. Donc, je vous propose qu'on puisse continuer s'il n'y a pas de questions sur la présentation du muséum sur la plateforme de sciences participatives de Vigitaire. Est-ce que vous avez la main pour… Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bah, merci beaucoup, Marie. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Donc,
Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Asma Steinhauser. Je travaille donc au Muséum national d'histoire naturelle. Il y a également mon collègue Grégoire Egorov qui est là. Vous l'avez vu, j'imagine. Et puis, il y a aussi notre collègue qui n'est pas là, Isabelle Rouget. Donc, on travaille au sein de la cellule recherche-expertise patrimoine géologique à Patrinat, à l'unité patrimoine naturel, Patrinat, qui a une triple tutelle, Muséum, CNRS et OFB. On va vous parler de cet outil, donc un outil, la géologie aussi, elle a le droit d'avoir son programme de sciences participatives. Donc, Vigitaire, se positionne comme un programme de sciences participatives pour recenser et étudier la géodiversité. Il existe depuis maintenant 2 ans. Il y a déjà plusieurs relais en Nouvelle-Aquitaine, on va vous en parler. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, voilà, le but de Vigitaire, c'est quoi? Vous avez entendu la présentation sur l'INPG, je ne vais pas développer davantage. L'INPG s'adresse donc à un réseau d'experts, à un protocole bien défini, des champs bien définis aussi également à compléter, toute une structuration pour la validation des données. Et Vigitaire étend un peu ce champ-là et implique et s'adresse aussi au grand public, à des personnes qui sont en dehors de ce réseau d'experts et qui les invite à inventorier, à recenser des structures géologiques qu'ils estiment intéressantes, originales, nouvelles et qui méritent de pouvoir être expertisées et partagées. Donc, à ce jour, le site web a été lancé en 2020. Il a été réalisé par l'unité Mosaïque, qui est une unité de service qui est au Muséum et à Sorbonne Université, qui accompagne les porteurs de programmes de sciences participatives à réaliser des outils informatiques. On a 245 personnes inscrites sur le site. Il y a déjà 136 signalements. Je n'ai pas compté exactement combien on en avait en Nouvelle-Aquitaine, mais peut-être de l'ordre d'une 30-40aine en Nouvelle-Aquitaine, et 35 relais. Donc, l'adresse web, c'est vigi-terre.org. La page d'accueil se présente ainsi, le but étant d'informer rapidement les visiteurs que le programme consiste à aller à l'extérieur, photographier et étudier, observer des affleurements rocheux et ensuite d'envoyer les données. Et ça s'adresse à tout le monde. Le but, c'est de découvrir des nouveaux sites d'intérêt géologique. Comme vous le savez, il y a des nouveaux sites qui sont régulièrement mis au jour par des travaux d'aménagement du territoire. Et parfois, ces affleurements sont temporaires et il y a une urgence un peu pour les signaler avant que ces affleurements soient recouverts. Là, on donne un exemple d'un site qui a été mis au jour par des géomorphologues de l'INRAP et c'est un site qui représente un intérêt géologique certain et qui mérite notamment de pouvoir être remonté sur une plateforme comme la plateforme de Vigitaire pour que cette information puisse être partagée et expertisée par des géologues du réseau. Sur le site web, vous pouvez trouver un onglet qui résume la méthode pour participer. Donc, il y a toute une série de tutoriels pour apprendre à identifier des roches, décrire un affleurement, identifier un intérêt géologique, et qui résume un peu toutes les étapes pour participer. Et il y a également une carte qui recense toutes les observations qui ont déjà été faites et qui rappelle qu'avant de faire un nouveau signalement, il faut s'assurer que si l'observation a déjà été faite ou non, si le site existe déjà, il est possible d'ajouter une description, d'ajouter des informations supplémentaires, et sinon on crée un nouveau signalement. Et puis, ce petit résumé rappelle également de ne pas signaler des roches isolées, par exemple. Le but, c'est pas de signaler des roches de collection, notamment, mais de signaler des affleurements et de garder les roches dans leur contexte et de pouvoir les géolocaliser. Et de signaler en priorité des affleurements récents. Et comment on a essayé de décrire, d'expliquer le terme récent, on a dit que c'était non recouvert de végétation, sans panneau explicatif. Voilà, c'était un peu notre manière d'expliquer ça. Ensuite, il y a plusieurs étapes. Il est possible de faire uniquement un signalement. Et ça, c'est un protocole extrêmement simple. Il suffit de donner la localisation, d'ajouter des photos, de dire la taille approximative de l'affleurement, la nature du site
et dire s'il y a des travaux en cours et la nature des roches du site. Ça reprend, comme vous pouvez le voir, hein, certains champs de l'INPG de manière un peu plus simplifiée. Et on a la possibilité de s'arrêter là, et on a la possibilité d'ajouter une description. Et là, d'aller un peu plus en avant, de raconter, de décrire l'affleurement, de décrire les intérêts, les phénomènes observés, de donner l'âge des roches et d'ajouter tout un tas de documents qu'on estime importants pour faire un diagnostic. Deux exemples de sites qui ont été remontés via Vigitaire. Ça, c'est un exemple de signalement qu'on a appelé un signalement type. D'ailleurs, Grégoire, n'hésite pas à m'interrompre hein, si à un moment il y a quelque chose d'incomplet ou si tu veux dire quelque chose. Je ne vois pas si tu as la main levée, mais n'hésite pas. Un exemple donc de signalement type où on voit que donc il y a eu des travaux routiers qui ont été effectués en 2019, qui ont dégagé une formation géologique, et puis on voit qu'il y a une structure qui part représenter donc sur la carte géologique, ça donne un niveau supplémentaire de précision, et donc ça c'est un des objectifs de Vigitaire, c'est de permettre de préciser un peu un niveau de détail dans des cartes géologiques. Ça peut aussi permettre de pouvoir faire des études scientifiques plus poussées quand on estime qu'une structure est plus intéressante et est intéressante à étudier avec voilà, des structures non connues qui sont à étudier. Il y a également des signalements un peu plus originaux, disons, qui ne correspondent pas réellement au protocole, enfin, à ce qui est attendu par Vigitaire et qui peuvent même comporter des erreurs. Mais on voit que la vertu également de Vigitaire, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir corriger par d'autres participants, de pouvoir échanger et d'avoir... et donc ça, on estime aussi que c'est des points positifs parce que ça permet vraiment d'élargir la participation et de faire petit à petit voilà, un diagnostic, un tri des données pour garder celles qui sont les plus, voilà, les données validées. Et il y a une valeur aussi pédagogique. Toutes ces données-là, ces signalements que je vous ai montrés, le but, c'est ensuite d'en faire un diagnostic. Et le diagnostic, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut pouvoir avoir un rôle spécifique sur le site, être un expert. Et donc, il y a tout un réseau d'experts aujourd'hui qui sont enregistrés sur le site et la liste n'est pas du tout arrêtée. Donc, voilà, n'hésitez pas si aussi c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez la possibilité, donc, quand vous avez ce rôle-là, d'ajouter un diagnostic, c'est un bouton que le grand public ne voit pas, et donc de consulter les éléments, les photos, les éléments qui ont été signalés par les participants, et de les corriger, enfin d'écrire un texte et de donner des informations complémentaires, de corriger les éléments qu'ils méritent, de dire si le site est déjà connu, notamment s'il est déjà dans l'inventaire ou pas, si c'est un site qui représente un intérêt ou si c'est quelque chose qui est connu dans la région, et puis d'expliquer quelles sont les actions qui peuvent être menées, notamment après des échantillonnages, un stage de terrain qui va être mené pour étudier un peu plus en avant cette structure, etc. Et de faire des commentaires. Donc là, on voit par exemple un diagnostic qui a été fait par Christophe Desbauges, et puis l'Adréal aussi, qui a fait un commentaire suite à ça, et qui dit que ce site peut être relié au géosite de l'Inventaire national du patrimoine géologique. Pour accompagner les experts à faire ce diagnostic, c'est tout un travail qu'on veut faire, notamment en 2023, c'est d'organiser un peu ce diagnostic en plusieurs rubriques, d'expliquer et on propose cette grille de lecture, on va la proposer aux experts pour la valider. Donc, c'est de dire d'abord si l'affleurement est récent ou non, de rappeler des éléments de la description qui sont utiles, de faire des corrections si besoin, d'ajouter des ressources, s'il y a des ressources qui sont adossées qui peuvent aider à mieux comprendre mieux comprendre cette structure et ces informations, et faire une première évaluation de l'intérêt et de donner les actions à entreprendre. Donc ces différentes rubriques permettent de structurer le diagnostic et d'accompagner les experts pour les encourager à faire tous ces diagnostics. Actuellement, c'est quelque chose qui manque un peu sur le site. On a pas mal de signalements, mais il manque ces diagnostics-là parce qu'il faut qu'on accompagne un peu les relais. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est attendu aussi par les participants, par le grand public, c'est d'attendre un retour sur leur participation. Est-ce que ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont signalé,
c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Et c'est dans les sciences participatives, ce retour pour les participants, c'est quelque chose de crucial pour assurer un peu la fidélisation des participants et puis le développement de la communauté. Voilà, en Nouvelle-Aquitaine, on a donc 5 relais actuellement, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une liste qui est exhaustive, donc n'hésitez pas si cette mission-là vous intéresse. Il s'agit de relayer le programme sur le territoire, de l'utiliser aussi comme un outil pour répondre aux missions respectives des différents relais, que ce soit des missions pédagogiques, des missions de recherche, des missions de sa sauvegarde de patrimoine, des missions, ça peut être aussi du géotourisme, donc vraiment Vigitaire peut être utilisé pour répondre à différents types de missions. Voilà, je vous laisse lire voilà, la liste des 5 relais. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment servir plusieurs missions différentes. Et pour encourager et pour faire connaître le programme, on s'est dit qu'il y avait 2 choses sur lesquelles on devait travailler, entre autres. C'est d'expliquer au grand public et aux amateurs pourquoi participer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de signaler un affleurement rocheux pour la communauté de chercheurs, pour la société. Pourquoi c'est intéressant? Et on s'est dit que pour leur expliquer cet intérêt, il faudrait qu'on trouve des exemples de sites et des récits marquants de découvertes qui ont été faites par des amateurs, des découvertes fortuites ou des récits qui permettent de montrer qu'on a pu faire progresser dans les connaissances grâce à ces observations, qu'elles soient faites par des professionnels, des amateurs. Et donc, voilà, de trouver des histoires géologiques qui peuvent être parlantes pour le grand public et qui peuvent les inciter à participer en disant « Tiens, moi aussi, je peux découvrir quelque chose et si je le partage avec la communauté de chercheurs, peut-être que finalement, je vais être associé à une découverte de quelque chose qui est intéressant. » Et puis aussi, on s'est dit qu'il fallait expliquer le protocole et montrer que c'est facile et que c'est accessible à tout le monde. Et on a fait un partenariat avec une vidéaste qui est Valentine Delattre, donc il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sciences de Comptoir et qui a fait une vidéo pour au massif du Canigou. Donc elle est allée faire une mission de terrain et elle a essayé Vigitaire et donc pour montrer que pour expliquer ce protocole et à son groupe voilà, les personnes qui la suivent pour permettre de populariser, de faire connaître cet outil. Voilà, enfin, pour dire, voilà, notre programme en 2023-2024, c'est de faire aussi des missions scientifiques Vigitaires sur des territoires identifiés. Donc d'avoir une question scientifique sur un territoire donné et d'essayer de faire connaître Vigitaire comme un outil pour pouvoir faire des observations et travailler avec un comité scientifique sur une structure intéressante, sur une question scientifique. Donc on a 2 territoires sur lesquels, là aujourd'hui, on va travailler, mais il peut y en avoir d'autres. Développer bien sûr le réseau de relais d'experts, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une liste arrêtée. D'accompagner, encourager les diagnostics tels que voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mettre en place éventuellement aussi des kits pédagogiques ça peut être des mallettes pédagogiques. Moi, je fais une parenthèse, je suis aussi coordinatrice du programme Vigiciel, qui est un programme de sciences participatives pour suivre les chutes de météorites et aller les chercher avec le public. Et on a développé des mallettes pour faire connaître les météorites, des vraies fausses météorites, et on peut imaginer aussi la même chose pour Vigitaire, pour faire connaître les 3 types de roches notamment, etc. De faire enfin un colloque Vigitaire pour que les relais puissent se rencontrer. On a lancé ce programme pendant le confinement, donc on n'a pas été aidé de ce côté-là. Et puis, le sujet du jour, hein, faire le lien avec le SINP notamment, l'INPG aussi. Les données actuellement arrivent sur Vigitaire et ne vont pas ailleurs. Et le but, c'est de travailler pour construire ces ponts, ces tuyaux, pour voir quelles sont les données, sous quel format, sous quelles conditions peuvent être valorisées dans le cadre de l'INPG et du SINP. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et voici notre adresse mail pour nous contacter. Merci Asma, merci d'avoir été présente pour cette présentation. Il me semblait important de pouvoir faire découvrir cette plateforme parce qu'il me semble être un élément intéressant pour pouvoir récolter de la donnée géologique. Et il est normalement convenu que les données de sciences participatives puissent intégrer
en effet le SINP. Donc voilà, c'était important, il me semble, de le présenter. Merci. Et si je peux me permettre, j'ai demandé à mes collègues de Viginature, donc qui coordonnent des programmes de sciences participatives dans le domaine de la biodiversité cette fois. Et il y a plusieurs données de sciences participatives, notamment de Spipol, de Vigikiro, je crois, etc. Donc des insectes pollinisateurs, etc. qui remontent déjà au niveau du SINP. C'est quelque chose qui se fait. Et même des données qui sont validées par un collectif de participants, pas uniquement par des professionnels, voilà, des chercheurs professionnels. Très bien, Asma, là, il merci. y a une question là sur le chat monsieur ou madame Godin qui dit en expertise, il y a Capter en Aquitaine aussi. Donc oui, on connaît bien Capter, c'est des collègues ou des amis. Je crois, Asma, je ne sais pas s'il ne devait pas être relais Capter et que finalement, il y a peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ne sont pas relais du programme. Mais en tout cas, ils sont au courant. Enfin, on est déjà en contact avec eux, je crois. Sur d'autres sujets, en tout cas. Oui, tout à fait. Je vais regarder, mais en fait, il faut savoir qu'on a une liste, voilà, de relais qui ont, pour être relais, il faut envoyer, enfin voilà, il faut qu'on échange ensemble, il faut envoyer toute une liste d'informations, un logo, le nom de la structure, etc. Et puis informer un peu les relais qui sont dans la même région pour dire je suis nouveau et je vous rejoins. Et donc, je pense que il y a des relais qui sont déjà publiés sur le site web, mais il y en a d'autres où ces discussions sont en cours. Et je crois que Capter, voilà, en fait partie. Voilà, j'ai peut-être la moitié qui sont déjà sur le site et la moitié qui sont en discussion. Donc, je vais vérifier ça. Oui, Mais merci. pour information, Capter fait un programme qui s'appelle Géologie et paysage. Et donc, ils sont en train de créer, enfin, ils ont déjà mis en ligne à la fois des vidéos et des sortes de diaporamas, c'est des fiches pour certains sites. Donc, pour mettre en lien, justement, expliquer le paysage par la géologie. Voilà. Oui, je vois des échanges avec Mireille Vernat. Oui, c'est Voilà. ça, Mireille. Voilà. Donc, on échangera avec eux avec plaisir. Si je peux me permettre, Marie, là, je voulais juste faire une précision là, lors de ta présentation. Je t'en prie. Tu disais que les cartographies de l'INPG n'étaient pas disponibles sur l'INPN. Alors, je ne sais plus comment, peut-être c'est moi qui ai mal compris ta phrase. Oui, je disais que le visuel n'était pas disponible, Ouais. mais qu'on pouvait télécharger la Alors, on cartographie. peut les télécharger Voilà. comme tu l'as montré. Et en fait, peut-être qu'on n'a peut-être pas assez bien fait circuler l'information, mais les cartographies, elles sont disponibles aujourd'hui en visuel sur l'INPN. Alors, je ne Mais en l'avais fait, pas vu. peut-être pas au sein de ce que tu voulais citer. Enfin, il y a ce qu'on appelle un viewer cartographique sur les pages de l'INPN. Et si on va dessus, sur ce viewer cartographique, on peut choisir parmi les couches qui sont proposées à l'affichage. On peut aujourd'hui choisir l'INPG. Donc, ce qui devra être fait, par contre, c'est qu'aujourd'hui, quand on va sur une fiche d'un site de l'INPG sur les pages de l'INPN, la cartographie n'est pas présentée sur cette fiche de synthèse, où actuellement, il n'y a que la donnée texte. Donc ça sera mis en place normalement l'année prochaine. C'est un travail qui est en cours, donc au premier trimestre. Très bien, merci pour cette précision. Voilà, c'était juste, désolé. Non, mais tu fais bien. Mais en tout cas, merci Marie. J'ai noté plein de choses intéressantes là sur la plateforme régionale. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut discuter ou enfin, on peut commencer peut-être quelques échanges là-dessus. Mais c'est vrai que tu notais, comme tu le disais, donc oui, effectivement, les sciences participatives aujourd'hui font partie du SINP. Donc les données qui sont produites dans ce cadre-là, dans le cadre des sciences participatives, peuvent remonter voilà, dans le SINP. Donc c'est vrai que Vigitaire, de fait, les données qui sont inscrites dans Vigitaire peuvent être mentionnées et seront et doivent être remontées dans le cadre du SINP. Donc voilà, effectivement, Vigitaire est un bon et éventuellement voilà, peut servir d'aide, de support à la mention de données, d'informations, d'observations géologiques. Ce qui n'empêche pas, comme tu disais, là, de citer par exemple le socle de RNF. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est actuellement de ce travail pour que ça soit affiché, mais c'est super intéressant. Je pensais aussi à une donnée de géodiversité, du patrimoine géologique qui existe et
qui pourraient être affichées dans le cadre du SINP, c'est les données concernant les espaces protégés à intérêt plutôt géologique. Donc, bon, bien sûr, il y a des réserves naturelles qui ont été créées à but géologique. On a aussi aujourd'hui, donc, sur le territoire, des géoparcs en France. Alors, il n'y en a peut-être pas en Nouvelle-Aquitaine, malheureusement, aujourd'hui, Oui, je crois. Mais il y en a, ils sont plutôt d'ailleurs concentrés sur la région, sur 3 régions d'ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie. Mais donc, c'est des données qui pourraient être affichées aussi sur les portails régionaux du SINP, hein. Mais par contre, on a les arrêtés de protection de géotopes, donc tu l'as cité là, Marie, notamment, hein. Donc les arrêtés de protection, enfin, il y a deux types, hein, les listes voilà, les listes de sites ou les protections, les arrêtés de protection. Et moi, je pense que ça, c'est une donnée qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, faire apparaître un petit peu, mettre en avant, en tout cas dans le cadre du SINP, avec un tag ou enfin voilà, avec un intérêt géologique en tant que tel. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui aussi, à terme, sont diffusées, enfin vont être diffusées de toute façon sur les pages de l'INPN et sur d'autres outils. Et au sein du SINP, doivent être, je pense, affichées en tant que telles, en fait, pour enrichir et montrer qu'il y a une donnée de géodiversité du patrimoine géologique qui a plusieurs, voilà, c'est un éventail avec plusieurs intérêts. Donc voilà, c'était des petites réflexions que j'avais en tête. Et donc voilà, et ce que disait Asma à la fin de la présentation, c'est donc la question d'un standard et des standards d'échange de données. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Alors peut-être que vous l'avez discuté au sein d'autres ateliers du SINP ou ce matin. Ça faudrait peut-être que tu pourrais peut-être nous le préciser. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui nous manque principalement, c'est donc la question d'avoir un standard, en fait. Donc un standard, c'est quelque chose qui définisse ce qu'est une donnée de géodiversité ou du patrimoine géologique. Et ça, nous, on veut donc y travailler l'année prochaine fortement, en tout cas ici, là, nous, au muséum et au sein avec d'autres collègues. Et ça, une fois qu'on aura ce standard, ça permettra justement de rattacher des données produites de diverses manières, que ça soit avec Vigitaire, que ça soit des pré-inventaires. Il y a des territoires qui font des inventaires de géosites et aujourd'hui, cette donnée, c'est pour ça que le SINP est important et existe, c'est que cette donnée, elle est grise en fait. Mais les gens, ils font des listes de sites géologiques, ils produisent ils font des fiches, ils font des choses, mais on ne peut pas les rattacher facilement parce qu'on n'a pas de standard. Mais quand le jour où on aura un standard publié et fonctionnel, et ben on pourra rattacher toutes ces données-là, et même socle, hein, peut-être que ce standard devra aussi répondre à la définition des données produites dans le cadre de socle. Et ça permettra de pouvoir diffuser de manière fluide et toutes ces données produites, qui ne sont pas des données justement gérées par le BRGM dans le cadre de la banque, de sa base de données du sous-sol. Voilà, c'est d'autres types de données. Donc ça, c'est un travail hyper important. Et je pense que, enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'il soit, enfin, on doit le mener et ça fait partie de nos priorités et j'espère que ça apportera de grandes choses. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, donc je vais peut-être laisser la question. Oui, c'est Justine Célis. Oui, bonjour à tous. Justine Célis du SEN Pays de la Loire. Du coup, je travaille sur le SINP en Pays de la Loire, mais également à la préfiguration d'un futur programme en faveur du patrimoine géologique en Pays de la Loire qui sera monté notamment avec les acteurs de l'IRPG régional. Et j'ai une question pour avoir votre retour en Nouvelle-Aquitaine parce que j'ai lu récemment quelque chose d'assez intéressant sur notamment la descente des informations a priori sur le GBIF, du coup au niveau européen et même international. Il y a beaucoup de données de fossiles et en lien avec la géodiversité qu'on peut retrouver sur OpenOps du coup. Et là, on a pas mal parlé en fait du lien IRPG vers l'INPN pour l'inventaire du patrimoine géologique et le porter à connaissance. Et ma question, ce serait en Pays de la Loire, pas en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, pardon, et même plus généralement, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres collègues d'autres régions. Est-ce qu'il y a eu déjà des retours d'expérience sur l'utilisation des données de l'INPN au niveau national et même international pour la constitution de l'IRPG, avec notamment toutes ces informations sur les fossiles, où c'est parfois des bénévoles qui n'ont aucun lien avec
une structure, qui vont directement sur OpenOps, qui vont noter la donnée de fossile à l'espèce, etc. Et qui peuvent constituer du coup une grosse base de données au final pour l'IRPG, en plus de l'expertise, souvent des professionnels qu'il y a dans les commissions régionales. Voilà, c'est une question assez large et certainement une question même au niveau national, mais je serais intéressée pour avoir un retour d'expérience vu que nous, on commence à travailler là-dessus aussi en Pays de la Loire. Oui, alors au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, alors la question c'est est-ce qu'on utilise ces données de GBIF? C'est ça, hein? Oui. Donc non, nous on n'a pas, j'avoue qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Donc on n'a pas d'expérience sur l'utilisation de cette donnée pour ensuite travailler sur l'inventaire du patrimoine géologique. Après, au niveau national, je ne sais pas si Grégoire a des compléments d'informations. Normalement, la donnée remonte, ça c'est sûr, mais est-ce que nous, on la réutilise ensuite sur nos territoires? Nous, en Nouvelle-Aquitaine, non. Mais c'est quelque chose à développer et à regarder en tout cas de plus près. Oui, juste pour compléter, merci pour ta réponse, mais c'est vraiment une question certainement qui va se poser dans d'autres régions et comme j'ai vu ça assez récemment, c'est vrai que ça fait un petit peu travailler et poser pas mal de questions sur, les échanges, entre, souvent le régional qui remonte au national, mais aussi, du national, vers le régional, que ce soit, pour des données faune, flore, mais aussi, tout ce qui est données minérales. Tout à fait. En tout cas, moi, pour amener juste un élément, non, je savais pas que, enfin, je savais que le GBIF, on le voit souvent un peu plus comme donc une donnée plutôt bio, faune, flore, fonge, ce genre de choses. Et c'est vrai que des fois, les fossiles, comme en fait, c'est des mentions de genre, nom, enfin, ça peut correspondre à une description d'une donnée donc biodive. Effectivement, il y a peut-être des fossiles qui sont mentionnés. J'avoue que je ne connais pas. Je note là que ça peut être intéressant de voir avec des collègues, avec les collègues qui travaillent dessus, si on peut avoir une évaluation du nombre de données concernant finalement de la paléontologie ou des objets paléontologiques dans le cadre du GBIF qui seraient mentionnés sur le territoire. Et c'est vrai que si vous trouvez, si ça vous permet, vous, de trouver des sites en locaux ou en région qui n'auraient pas été mentionnés ou alors peut-être dont on n'était pas sûr qu'il y avait par exemple un intérêt particulier patrimonial, mine de rien, si c'est rentré dans le GBIF et qu'il y a une mention d'existence et de localisation, ça veut peut-être dire qu'ils sont quand même intéressants, donc ça veut peut-être dire qu'il faut peut-être le faire rentrer dans le cadre de l'inventaire régional, puis donc national. Donc c'est vrai que c'est intéressant, nous on l'avait pas, moi j'ai pas, enfin voilà, aujourd'hui, c'est effectivement, j'ai pas de retour là-dessus, Peut-être mais c'est préciser ce que super c'est le intéressant. GBIF pour tous les participants. Pardon, Bertrand? Peut-être préciser ce que c'est le GBIF pour tous les Ah participants. oui, Parce c'est que... le globe. Voilà, peut-être Justine, tu peux nous le préciser. Je sais plus exactement c'est quoi les initiales, C'est mais Global Biodiversity. En gros, c'est une grosse base de données, mais internationale sur la localisation et la mention des espèces. Voilà, j'avoue que j'aurais du mal à préciser plus. Mais en gros, c'est un système d'information, mais international, sur la mention des espèces. Donc, voilà, ça peut être une source. Il y a une autre source, nous, actuellement, sur laquelle on travaille un petit peu, hein, et ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément évoquées, mais qu'on peut évoquer. C'est aussi la mention donc, enfin, on l'a de même mentionné, mais d'une autre manière, bref. C'est voilà, Global Facility Information Facility. Non, Global Biodiversity Information Facility. Merci. C'est l'utilisation aussi des mentions de collection, hein, c'est aussi quelque chose, on a, voilà, il y a des bases de données de collection aujourd'hui qui circulent, qui sont de plus en plus mieux faites et mieux complétées et c'est vrai que nous, le programme d'inventaire national du patrimoine géologique peut mentionner l'existence de collections d'un site, donc dans une collection quelque part, voilà, on peut avoir un site, de Nouvelle-Aquitaine, quand on clique dessus, on sait qu'il y a une collection, il y a des collections qui sont à l'université de Bordeaux, au muséum de je sais pas quoi. Mais inversement, on pourrait avoir dans l'idée de regarder dans les collections, dans les bases de données nationales, si on a mention, tiens, notre commune, est-ce qu'elle n'est pas mentionnée dans des collections, voilà, au niveau national, et ainsi retrouver peut-être de la donnée dont on n'a pas l'existence aujourd'hui sur le terrain. Donc après, ouais, ça, c'est d'autres pistes pour aller chercher de la donnée sur le terrain. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant.
Après, aujourd'hui, en tant que tel, là, comme ça, dans le cadre du SINP, je ne sais pas dans quel sens ça pourrait intégrer le SINP, mais voilà, c'est des pistes à travailler. Merci pour les échanges, c'est assez intéressant de se poser les questions, en effet, sur, toutes les interactions, région, nationale et nationale-région, voire internationale et voilà, moi, je posais cette question parce que j'ai vu ça récemment et en fait, j'en ai parlé, ce midi avec mon collègue géomaticien, pour vous dire que ça date vraiment, de quelques jours, où, justement sur, les espèces dont vous parliez, c'est des espèces, qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui pouvaient en fait, c'est la signalisation, d'une espèce, mais il s'avère que ça peut être une espèce qui est, sous forme fossile au final et c'est pour ça qu'elles se confondent un petit peu avec, toutes les informations de biodiversité et c'est pas forcément très simple à les identifier et peut-être à exploiter dans le cas de d'un IRPG ou même de l'INPG, mais intéressant aussi en tout cas à prendre en compte, dans la connaissance. Tout à fait. Marie, j'ai une petite question là pour Socle, là, le projet Socle de RNF. Donc, aujourd'hui, donc tu nous as évoqué cette donnée. Donc cette donnée, aujourd'hui, par exemple, elle pourrait être, affichée dans le cadre du SINP? Comment elle pourrait être, en fait, votre plateforme régionale, elle est évolutive? Alors, on n'a Comment elle pas se construit? Alors, on n'a pas réellement de plateforme. C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la visualisation de la donnée au niveau régional, on s'appuie sur l'OBV qui est mis en place par le CBN. Mais on n'a pas pour le moment une plateforme qui permet de visualiser l'ensemble de la donnée géologique. Pour l'instant, on fait en sorte que ce soit au moins l'inventaire régional du patrimoine géologique qui soit visible. Et à terme, on aimerait qu'il y ait donc plus de données. Sur cette base de données socle, donc elle est consultable. Elle est pour l'instant, elle est amenée à vraiment évoluer parce que il n'y a pas encore toutes les réserves qui ont saisi sur cette base de données. Donc, elle n'est pas encore très enrichie, on va dire. Et à terme, il y a la volonté qu'elle intègre le SINP. Mais là, c'est un travail qu'on doit mener, nous, pour voir un petit peu comment est faite cette donnée, pour pouvoir voir si elle est dans le bon format pour ensuite intégrer le SINP. Et je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Pour nous, il est fondamental d'avoir un standard de données, justement. C'est vraiment quelque chose que l'on attend, puisque le standard de données actuel, c'est l'inventaire national du patrimoine géologique, sauf qu'il y a beaucoup d'onglets qui sont propres à l'inventaire et donc trop complexes, finalement, trop précis pour récolter d'autres données plus communes, on va dire. Et nous, c'était déjà quelque chose sur lequel on a réfléchi, sur un standard qui pourrait être approprié pour récupérer de la donnée. Et l'annonce que vous, au niveau national, vous travaillez sur ce sujet pour l'année prochaine, c'est pour nous important et attendu. Voilà. Parce qu'on pourra, nous, au niveau régional, ensuite communiquer cet élément et essayer de récupérer d'autres données par différents acteurs. Ça marche. Mais en tout cas, si vous avez commencé déjà à y réfléchir, peut-être qu'on pourra vous On pourra contacter, échanger. hein? Oui, tout à fait. Tu vois mon regard qui se tourne. Non, mais carrément, faut qu'on s'organise. Nous, là, on a prévu de se faire une petite réunion, là, de commencer ça à partir de janvier, hein, je vais pas vous mentir, on est mi-novembre, donc c'est vraiment pour l'année prochaine. Mais, on en discutait donc avec Solène Robert, qui a dû, vous présenter un peu, le SNP au niveau national ce matin, dans le cadre de cette journée et je pense qu'on va déjà mettre un petit groupe de travail en place entre nous et on pourra inviter des personnes extérieures. Donc tu vois, Marie, on pourra échanger à ce niveau-là, sans problème, quoi. Oui, Solène Robert, ce matin, a fortement insisté sur la nécessité de faire évoluer la donnée géologique et l'accessibilité à cette donnée. Donc, ça a D'accord. été répété plusieurs fois ce matin et c'est vrai que c'est un travail important à mettre en place.
Bah oui, parce qu'on voit quand même, hein, moi, de ce que tu dis, de ce qu'on peut noter, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de données qui existent aujourd'hui et elles sont grises, quoi, elles sont fantômes. Et le but est qu'elles ne se soient pas le cas et pour qu'elles soient disponibles à l'usage de plusieurs, enfin de tous. Et puis ça mettra aussi en valeur, en fait, le travail de beaucoup de gens, et qui aujourd'hui, peut-être est un peu trop, enfin, je sais pas qu'il est trop isolé, mais en tout cas, ça mettra en valeur, beaucoup de choses qui sont faites et la géologie, bien évidemment, derrière, ouais, on va s'y atteler. Bon, est-ce que d'autres personnes ont un retour d'expérience ou des questions sur ce sujet? Bon. Donc dans ces cas-là, puisqu'il est 16h20, donc l'atelier devait se terminer à 16h25, donc on est dans les temps. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, là on va faire une petite pause pour une reprise à 16h30 en plénière pour qu'il y ait où il va y avoir une restitution de l'ensemble des ateliers et une conclusion sur cette journée. Donc on peut se retrouver tous en plénière pour que vous puissiez aussi avoir des retours sur les autres ateliers. Sachez que l'ensemble des ateliers ont été filmés et vous pourrez donc avoir accès aux autres ateliers. Par la suite, on vous enverra bien évidemment les liens. Je vais donc vous proposer de clôturer cet atelier. Vraiment, je vous remercie pour vos interventions, Asma et Grégoire. Voilà, ça me semblait vraiment important que vous soyez présents. Et donc, je vous propose de se retrouver en plénière d'ici une petite dizaine de minutes. À tout à l'heure. Merci. Merci.